13e épisode déjà, les amis, de ce podcast Real Talk en compagnie de Thomas de Chronique Foot et Thomas de Real France. Comment ça va, les gars? Et on est de retour, ça y est, c'est officiel. Après 2 semaines de pause, non, on n'a pas arrêté le podcast. On était en vacances avec Thomas, moi sur les îles, et Thomas un petit, pareil, un peu plus loin, pareil. On a profité et là, on est de retour au boulot. Ouais, on a soufflé un petit peu, mais on est bien en place et de retour pour faire un petit talk comme on aime le faire tous les lundis. Et puis, il y a une belle actu qui arrive. Belle actu, et puis surtout, voilà, je voyais que tout le monde commençait à s'inquiéter de nos absences respectives. En tout cas, les Real Talk reprennent bien dès aujourd'hui. Semaine prochaine, ce sera sur la chaîne de Thomas Chronique Foot. Pour ça, voilà, moi, vous êtes déjà au courant dès le début. Mais aujourd'hui, les gars, on a un épisode très complet, hyper intéressant sur tous les points, avec en premier lieu le retour sur l'Atlético Madrid, puis on enchaînera sur l'arbitrage en Espagne en ce moment qui fait très polémique, avec tout le monde qui se met contre le Real, tout comme le Real se met contre tout le monde. Ça dépend de quel point de vue on se pose. Et après, on terminera bien sûr sur City Real avant le match de demain. Et pour commencer, déjà, les gars, ce derby, vous en avez pensé quoi? Parce que vraiment, c'était chaud. Très, très chaud. Et ça a eu quand même pas mal de conséquences. Pareil, je pense qu'on a tous le même mot à l'issue de ce derby, c'est la frustration. Ah ouais. La frustration parce qu'en deuxième mi-temps, on a montré notre visage et puis on a toujours cette équipe du Real qui ne joue qu'une mi-temps sur deux. Ça, c'est quand même quelque chose qui se répète depuis le début de la saison et qui m'agace quand même parce qu'on n'est pas capable de répéter les efforts ou l'intensité sur 90 minutes de jeu. Et quand on voit ce qu'on est capable de produire sur 45 minutes, et je parle de la deuxième période, ben ouais, il y a de la frustration parce qu'on se dit que si on fait ça sur 90 minutes de jeu, on doit remporter cette rencontre. Ouais. La frustration, de toute façon, c'est vraiment le mot à poser sur cette rencontre, hein. Et je pense que sur nos débris, je pense qu'on a tous commencé par ça en phrase d'introduction, ou en tout cas un synonyme. Non, mais ouais, parce que sur la première période, bon, on est quand même plutôt bien en place, mais vraiment, le jeu est très lent, comme l'a dit Carlo Ancelotti. Ouais. Là-dessus, il avait très bien analysé la partie. Bon, puis en plus, après, malheureusement, tu te fais avoir. Enfin, première période, je pense, rêvée pour Diego Simeone. Je pense qu'il avait imaginé des plans pour cette rencontre et je pense que c'est exactement ce qu'il avait rêvé comme plan de jeu. Après, en deuxième période, vraiment, il y a eu vraiment des choses très positives avec un Real qui a su vraiment faire mal, hein, je trouve, à cet Atlético de Madrid. On a réussi à les déséquilibrer, à les bousculer quand même assez fort. Je pense qu'on aurait mérité vraiment de prendre les 3 points sur cette partie. Voilà, il y a quand même des choses vraiment, vraiment positives. Si on rentre un peu dans le vif, on a Rodrigo notamment qui continue quand même vraiment toujours qui est depuis là 15-16 matchs vraiment au top, très très régulier. On a aussi Vinicius qui fait quand même, je te trouve, une bonne deuxième période. Au milieu de terrain, on a Ceballos aussi qui confirme. Donc il y a quand même pas mal de choses positives, que ce soit sur le plan Asensio individuel. derrière. Asensio, évidemment, derrière. Enfin, il y a quand même pas mal de petites choses, que ce soit des perfs individuels, mais aussi collectivement sur la deuxième période. Non, c'est ça. Puis en vrai, surtout que moi, comme tu dis, la première mi-temps, mais elle m'a donné des boutons. Quand je vois le Real qui n'est pas capable d'aligner 3 passes, mais de manière fluide pour contourner un peu le bloc de l'Atlético, qu'il n'y en a pas un qui arrivait à percuter, qu'il n'y en a pas un qui apportait des bons mouvements ou des transitions sympas, ou un relais sympa dans le jeu avec les autres, que tous nos joueurs se marchaient dessus. Oh, j'étais là, mais j'étais au bout de ma vie. Je fais, mais les gars, mais comment c'est possible? Vous voyez bien que ça ne marche pas, et je vois Carlo qui ne bouge pas pour essayer de les ajuster et tout. Et heureusement qu'en deuxième mi-temps, en plus, j'avais fait un tweet où je disais, bon, on perd 1-0, et là, les 4 fantastiques, là, ils n'ont rien foutu quasiment de la première mi-temps. Il faut qu'ils se réveillent, parce que si eux ne se réveillent pas, et même Valverde qui n'était pas ouf, on est mort. Là, et heureusement, en seconde mi-temps, ils sont tous réveillés. Et ça a été très, très beau. Enfin, beau, on se comprend. Mais c'est vrai que c'est frustrant. Il y a toujours cette force du Real dès lors qu'il marque à submerger l'adversaire. Et je pense que l'Atlético a beaucoup subi ça pendant un quart d'heure. Ce côté, tu sais, c'est Omar Da Fonseca qui utilisait le mot suivant, ce côté aphrodisiaque après un but du Real. Et on n'a pas capitalisé là-dessus. Mais c'est vrai qu'en première mi-temps, moi, il y a quelque chose qui m'a choqué parce qu'il y a un screen qui est sorti, je crois, du côté de l'Espagne où tu avais le positionnement moyen des joueurs du Real. Et bizarrement, le jeu penchait à droite. Ouais. C'est-à-dire que Vinicius, Mbappé et Rodrigo étaient plus à droite alors qu'ils nous ont habitués à être à gauche ces derniers temps. Et je trouve que Vinicius, pendant 45 minutes, il était perdu. Il ne savait pas quoi faire avec le ballon. Il n'avait pas un bon body language. Et mine de rien, il y a une stat qui est sortie sur le Brésilien. 3 mois sans marquer en Liga. Ça commence à être long quand même, hein, la disette pour lui. Ouais. Non, mais et c'est ça de toute façon, sur la première période, c'est un peu ça le problème, en tout cas sur le plan offensif, c'est que c'est extrêmement brouillon d'un point de vue tactique. Et d'ailleurs,
allez savoir pourquoi. Enfin, sur le début de saison, on se dit toujours, la problématique, c'était Mbappé va trop sur le côté gauche de Vinicius, il se Mhm. marche dessus. Et là, sur cette partie-là, bon, t'as Mbappé qui était trop bas sur le terrain parce qu'il venait jouer un peu en mode playmaker et on sait que c'est pas là où c'est pas un Mhm. facilitateur de jeu, Mbappé, donc c'était pas hyper concluant. Et t'as Vinicius qui allait savoir pourquoi, s'est retrouvé aussi dans l'axe en tant que numéro 9. Donc il n'y avait rien qui se passait sur le côté gauche. Le jeu penchait très à droite, notamment, je pense, parce que Rodrigo, bah, c'est le seul, même sur la première période, qui réussit à faire quelques différences. Mais ouais, c'est une vraie anomalie. Après, sur la deuxième, bah, curieusement, tu as Vinicius qui est resté sur le côté gauche. Tu as Mbappé qui était un peu plus dans l'axe, un peu plus proche aussi du but. Et puis bah, tout de suite, bah, ça a été bien mis aussi. Hein. Surtout, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a un élément qui m'énerve particulièrement depuis le début de saison au Real, c'est qu'en fait, on met pas de présence dans la surface. Et tu as beau avoir les gens qui centrent et qui débordent et tout, tu personne. Et bizarrement, en seconde mi-temps, tu as eu Bellingham qui était souvent dans la surface, Kylian qui était un peu moins bas pour toucher les ballons, qui était plus dans la surface. Bizarrement, ben, on a fait un but. Juste après, on met une barre dans la foulée. Juste après, Vinicius qui redéborde dans la surface, qui amène à Rodrigo qui est un peu en retrait, qui rate à Lucarne à ça. Et tu vois, on a enchaîné. Et en fait, si tu mets pas de présence dans la surface, bah, Diego Simeone, pour son équipe, c'est parfait, quoi. Et après, moi, ça aussi qui m'a frustré, c'est que j'aurais bien aimé, pourquoi pas, voir en fin de match un joueur comme Gonzalo, qui aurait joué peut-être 5-10 minutes, mais lui, par contre, de la tête, il les prend, les ballons. Et nous, c'est un peu ça qui nous manquait, je trouve. Et aujourd'hui, je trouve que le Real, soit se marche dessus, soit ils ont peur d'aller jouer à gauche ou de se marcher dessus, donc ils vont dans l'axe comme on l'a vu l'autre jour. Mais dans tous les cas, on n'a pas de présence devant. Et c'est un peu dommage. Je pense que Bah, les joueurs jouent un peu à c'est lié au contre-courant. profil des joueurs, Alex. Ouais, C'est pour ça que bien quand il sûr. y a Mbappé qui signe, on se dit, ouais, c'est très bien, c'est un joueur de classe mondiale, mais il a quand même le même profil que Bien Rodrigo sûr. et Vinicius, joueur de profondeur, joueur rapide, mais pas un joueur de tête. Et nous, on n'a pas de joueur de tête. Donc à un moment, il C'est faut un gros arrêter de problème. centrer si on n'a pas de joueur de tête. Ça, c'est Bon, clair. maintenant, on a perdu des points là au classement, 2, mais vous retenez quand même la performance face à une équipe qui avait perdu un seul match sur ces 21 derniers, donc l'Atlético qui était quand même l'une des équipes en Europe le plus en forme, ou vous retenez la perte de points sur ce derby-là? En fait, c'est frustrant parce que les deux derbies, on doit les gagner. Déjà, aller-retour, on devait Mm. gagner. Mais oui, parce que Et en fait, l'aller, on se fait égaliser à la dernière seconde. donc en fait, tu perds 4 points contre ces fous qui te suivent derrière comme des chiens de casse et en fait, tu n'arrives pas à faire le trou, quoi. Et quand je pense qu'on avait moins 10, on remonte à plus 7 et maintenant on est à moins 1, enfin Plus plus 2, 1, je plus 2, crois. c'est hyper frustrant. Après, cette Liga, honnêtement, on est toujours en vie parce que le Barça a perdu beaucoup de points de manière un peu bizarre. Il ne faut pas oublier que Carlo, je crois que c'est son plus faible total de points après 23 journées. 50 points, alors que d'habitude, c'était plutôt 54, 55, 59. Donc, nous-mêmes, on n'est pas dans nos standards. Et ben ouais, mais le problème, c'est que on n'a pas beaucoup marqué dans des matchs comme ça et on le paye. Et moi, je retiens la deuxième mi-temps. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas normal que dans les gros matchs, on joue une mi-temps sur deux. C'est Mm. pas normal. Mm. Il faut, Bah, il faut aller. Excuse-moi, Thomas. Vas-y. non, mais de toute façon, factuellement, il y a 10 jours, on était à plus 7 sur le Barça. Plus 6 sur Atlético, voilà, la Liga, on disait, elle était complètement entre nos mains, tout se passait très bien. On savait que même en perdant, en faisant match nul contre l'Atlético et derrière en faisant match nul aussi contre le Barça, tu vois, dans la Liga, C'est l'Espagnol qui a tué tout là. voilà, Là, et là, tu te retrouves dans une Liga qui est hyper resserrée, où bah, finalement, tu as ton destin en main, mais le Barça a aussi son destin en main, parce que bah, si le Barça fait les mêmes résultats que toi, et avant Qui gagne le le Classico. Classico retour, et qui gagne le Classico retour, bah, il te passe devant. Et vu ce qui s'est passé sur les deux derniers, bah, c'est forcément eux qui vont être bien plus confiants que nous avant d'aborder ce prochain Classico. Donc, ouais, factuellement, il y a de la déception par rapport à la perte de points. Après, moi, je vais quand même rester vraiment quand même sur la deuxième période. Enfin, on a montré un bon visage face à une équipe costaud. Après, on peut peut-être dire l'Atlético, c'était pas dans un grand jour. Bref, on peut aller sur toutes les théories. Moi, ce que je retiens, c'est que j'ai vu quand même un bon Real en deuxième période, ce qui me rend plus confiant, notamment pour ce qui arrive, c'est-à-dire la double confrontation face à City. Donc, en partant de ce principe-là, je me dis, bon, bah, il y a quand même eu des bonnes choses, parce que si je suis plus confiant avant qu'après le derby, après le derby qu'avant plutôt, c'est plutôt bon signe. Et puis, encore une fois, on a vu des bonnes choses. Enfin, je pense qu'on peut aller un peu sur les perfs individuels, mais Ouais. voilà, je vais vous lancer toi, Thomas, dessus, parce que je pense que tu as envie d'en parler. Mais Raúl Sensio, encore une fois, très très bon. Ouais, moi je suis agréablement surpris par le caractère de ce mec-là
qui nous rappelle, toute proportion gardée évidemment, Sergio Ramos, mais quand tu le vois qui met un tampon au joueur de l'Atlético et qui lui fait comme ça, relève-toi, c'est exactement les mimiques de Sergio Ramos. J'aime aussi sa couverture un petit peu à la Varane, c'est-à-dire avec beaucoup de vitesse, il arrive à rattraper parfois les erreurs défensives des autres. Et puis lui, pour le coup, il a su saisir son opportunité, ce qui n'a pas été le cas par exemple de Jacobo la dernière fois. Et moi, je pense honnêtement que ça y est, dans l'esprit des dirigeants, on parle d'une prolongation. Dans l'esprit de Carlo Ancelotti, d'après le média AS, on parle d'une titularisation dans l'esprit de Carlo Ancelotti. Et je pense que si ce mec-là garde ce niveau jusqu'à la fin de saison, il sera titulaire l'année prochaine. Parce que pour l'instant, c'est quasiment un sans faute, hein, Raúl Asensio. Surtout que là, ce serait une sanction de le mettre sur le banc. Parce que, comme tu l'as dit, à un moment donné, il avait, mais je ne sais plus combien je crois 4-5 mètres de retard sur Giuliano Simeone. Mais il allait te le chercher, il te l'a mis à terre. Et moi, j'étais là en mode, mais même Alvarez en vitesse pure, et pourtant Alvarez, il court vite. Hein. Même en vitesse pure, il a pocket Alvarez, tout le match quasiment. Et t'es là en mode, c'est choquant en fait. Tu te dis, mais comment ça se fait que ce mec-là, il était encore en 3e division il y a 4 mois. Tu te dis, c'est incroyable. Et je trouve qu'il dégage quelque chose un petit peu d'arrogant, mais dans le bon sens du terme. Tu sais Ouais. qu'il est sûr de lui dans son visage. Tu vois que c'est un mec qui est sûr de lui, qui ne doute pas. Et j'aime beaucoup, tu vois. J'aime Moi, ce que beaucoup j'aime beaucoup, c'est qu'il ce type de s'arrange. défenseur. Mais tu sais, il Ouais, harangue pas que le public, il harangue avec les coéquipiers. Tu vois, à un moment donné, ouais. quand il tacle, il fait, tu sais, rageur comme ça. Et tu vois qu'avec les autres, il se tape dans la main et tout. Et t'as pas trop ça avec Tchouaméni. Même si Tchouaméni, je trouve Non, avec Chomny, il n'y a pas grand-chose de toute façon. Ouais, Hein. bien sûr, mais tu vois, Tchouaméni, en vrai, à part sa connerie sur le penalty, encore que bon, le penalty, franchement, tu siffles pas, dans tous les cas, bon, Un très bon c'est match. toujours polémique, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que Tchouaméni, quand même, sur le reste du match, moi, j'ai reconnu quand même qu'il avait fait un bon match parce que plusieurs fois, il intervient en phase de 1 contre 1, sans se jeter, en restant debout et tout. Il sauve les frappes de Samuel Lino et tout. Mais Ouais, franchement, mais bon, c'était pas il mal. provoque le penalty quand même, et c'est le Ah ouais, 3e ah qu'il provoque ouais, cette ah saison. ouais. Ça commence à faire beaucoup, quoi. Donc, Ah, je sais non, bien. il n'a pas été cataclysmique, mais il est directement impliqué Mais sur ça le m'a but. rassuré avant City quand même, d'avoir cette complémentarité entre les deux, leur intervention qui n'était pas trop mal. Mais on attend plus, on attend plus. Mais franchement, pour le coup, je suis quand même content de me dire que le pilier de la saison en défense, même en l'absence de Rudiger, bah là, tu vois, c'est Asensio. Moi, j'avais peur de voir Asensio sans Rudiger. Ouais. Parce qu'en général, les jeunes, ils prennent pas trop les responsabilités et tout. Bah en fait, pas du tout. Ça a été contre les Ganes, c'est là encore, c'est le taulier, quoi. Et franchement, on Et peut être très content. un autre grand match d'un défenseur, c'est Fran Garcia. Ah ouais, ah ouais. Il a fait un bon match. C'est peut-être son match référence d'ailleurs contre une grosse écurie cette saison. Et je pense que maintenant, dans l'esprit de Carlo et des supporters, il est devant Mendy là. Oh bah oui, hein, je pense. Bah, de toute façon, c'est simple, hein, factuellement. Ferland Mendy a joué le match de Coupe du Roi avec pas mal C'est de un bon. remplaçants. Mm. Et Flan Garcia joue le match titulaire, le gros match de la semaine. C'était pareil il y a quelques semaines, et il avait joué le gros match. Enfin bref, oui, je pense que Flan Garcia est passé dans l'esprit de Carlo Ancelotti devant notre ami Ferland Mendy, ce qui est, je pense, totalement mérité, parce que Mendy, vraiment, on est encore le 10 février, il n'a toujours pas mis un pied devant l'autre, c'est toujours catastrophique. Voilà, à partir du moment où Ferland Mendy n'est pas capable d'être un rock défensif comme il l'a été par le passé, il ne sert plus à rien dans ton équipe, parce qu'offensivement, il va t'apporter absolument rien du tout. Que Fran Garcia, en l'occurrence face à Atletico, défensivement, il a fait le job. Bon, évidemment, il y a 2-3 fois où il se fait un peu surprendre, mais bon, après, ça arrive aussi, hein, un défenseur, on sait que c'est toujours un taf parfois ingrat. Tu te fais avoir 2-3 fois, ça peut arriver. Mais offensivement, il est aussi hyper intéressant parce c'est une solution constante. Alors, il n'est pas beaucoup servi, c'est vrai. Il y a 2-3 fois où, en plus, j'étais au stade, donc je voyais quand même bien souvent les appels de Flan Garcia. Il y avait la place et putain, le mec, il n'est pas servi. Mais bon, il y a moins les solutions, et quoi qu'il arrive, ça écarte le jeu. Donc, ça reste toujours positif à ce niveau-là. Après, à confirmer, évidemment, c'est pas non plus devenu exceptionnel, je trouve, mais offensivement, ça reste toujours plat, je trouve, assez neutre. Mais en tout cas, il est passé devant Ferland Mendy, et ça, c'est totalement mérité. Hein. Ce que j'ai Et aimé, qui moi, c'est sa continue parce qu'il y a relance. une progression, parce qu'il y a quand même une progression. Enfin, Ouais, vraiment. ouais, clairement. Ce que j'ai aimé, c'est sa relance. Moi, il avait pas la balle qui lui brûlait les pieds sous le pressing de l'Atlético. Oui. Il arrive Ouais, il bien à dégage plus de ressortir. Et en confiance. plus, voilà. Et C'est en vrai. plus, en plus derrière, il se projette derrière. Donc, comme tu dis, même s'il n'est pas servi, au moins il apporte. Parce qu'il donne la balle et il reste pas statique. Il continue son action. Et en fait, ça ouvre déjà, ça force Atlético Madrid à le suivre. Déjà, donc tu vois, ça ouvre aussi le champ des possibles après à Vinicius au niveau de l'espace. Mais derrière, tu vois, Fran Garcia, je trouve que même s'il faut encore s'améliorer, c'est normal. Dans un grand match, ça fait déjà plaisir de le voir et en plus performer. Et pour moi, c'est un joueur.
moi, je vais pas dire que j'ai toujours cru en lui, mais je suis en mode, je sais qu'il a quand même quelque chose et que même si c'est pas le plus parfait qu'on aura dans l'histoire du Real, pour moi, je sais qu'il peut apporter quelque chose. Après, est-ce qu'on le verra contre City? Ça serait un gros élément de réponse. Déjà, pour Moi, je voir pense que ce oui, que il sera Carlo fait. titulaire. Hein. Et dans les autres Ah. joueurs qui ont brillé, vous pensez à qui dans cette rencontre? C'est Bayos. C'est Bayos, ouais. C'est Bayos, c'est ouf. Hein. Depuis 3 mois, le gars, on disait qu'on avait peur qu'il enchaîne les rencontres, mais finalement, il joue tout le temps. Il a toujours cette régularité au très très haut niveau. Vraie révélation cette saison. Hein. Enfin, Et je vais pas même une dire révélation, plus. confirmation, quoi. Contre l'Atlético Madrid, c'est le seul qui avait des coronets, ça, si je peux me permettre. Parce qu'au début, Valverde ne mettait pas le pied, Bellingham il met pas le pied, mais alors lui, il était partout. Et en plus, les occasions qu'on pouvait avoir, enfin les demi-occasions, parce qu'on n'a pas tiré, on n'a pas fait une frappe cadrée de la mi-temps, mais tout partait par lui en fait. Il récupérait les ballons hauts, il allait au contact. Alors, il aurait pu prendre un carton rouge. Mais au-delà de ça, il a quand même fait un match super propre. Et je trouve que, tu vois, il apporte tout ce qui nous manquait. Et aujourd'hui, je ne vois pas un monde où Ceballos est remplaçant. Et je suis désolé pour Camavinga, je suis désolé pour Tchouaméni. Mais les gars, il va falloir serrer les dents et vous habituer à d'autres postes. Ou alors, quand vous revenez, eh ben, c'est soit vous êtes à côté de Ceballos, mais il n'y en a pas un qui passe devant Ceballos aujourd'hui. C'est pas possible. Ouais, puis Ceballos, on l'attendait dans un grand match. C'est ce qu'on lisait pas mal sur les derniers temps. C'est OK, il est très bon face au Celta Vigo, etc., etc. Mais on va attendre de voir sur les gros matchs avec de l'intensité face à Atletico en Ligue des Champions, tout ça. C'était quand même le premier gros test ce week-end face à Atletico. Bah, il a répondu présent. Sur la première période, vraiment, il est au-dessus du lot. Sur la première période, il est vraiment au-dessus du lot. Après, c'est vrai qu'il a... Parce que à la fois, c'est vrai que c'est un joueur qui techniquement déjà est extrêmement doué, qui a une capacité de relance, c'est un joueur qui va toujours essayer de jouer vers l'avant, ça c'est hyper agréable et utile pour une équipe. Mais c'est vrai que même dans l'autre tiers, enfin de l'autre côté, c'est-à-dire que c'est un joueur qui a de l'agressivité pour récupérer les ballons. Effectivement, il n'a pas le physique de Tchouaméni ni celui de Eduardo Camavinga. Il n'est pas capable de mettre, il n'a pas la même puissance physique, mais c'est un mec, le pied, il va le mettre, il n'y a aucun problème. Et oui, parfois, ça peut lui coûter. Ça lui coûtera assurément parfois des cartons rouges, parce que parfois, le pied, il va pas là où il devrait aller, il va pas sur le ballon, il va sur le talon. Et il a que 28 ans. Hein. Mais c'est une bonne agressivité qu'il a. Il a que 28 ans. Hein. Ouais, il a le temps encore. Après, est-ce que lui, de base, tu vois, ce qui est pas mal, c'est que là, il s'est vraiment relancé. Mais là, tu vois, j'espère qu'on n'aura pas le Ceballos pareil que 2023, qui t'a fait 3 mois exceptionnels et après le mec où il a disparu, mais qu'il avait gagné le droit de rester jusqu'à 2024. Mais ce que je veux dire, c'est que là, je veux qu'on le prolonge parce que. Je pense que là, il va rester. Hein. Je vois pas le Real s'en séparer. C'est le joueur qui a le profil qui se rapproche le plus de Toni Kroos. Alors, ça sera jamais Toni Kroos, mais techniquement, c'est le joueur qui s'en rapproche le plus. Donc, en attaque, avant qu'on change de sujet, un mot sur Vinicius, Mbappé et Rodrigo, peut-être. Frustration parce que Rodrigo, il est sorti encore en premier. Ouais, ça c'est vrai. Hein. Malheureusement, c'est le meilleur et il sort encore en premier. C'est-à-dire que le gars, à un moment, il va être écœuré. Hein. La méritocratie, Carlo, va falloir qu'on en parle. Parce que celui qui fait le plus de différence, il sort. Alors, peut-être pour faire l'avocat du diable, qu'il préserve Rodrigo pour Manchester City, qui est une de ses favorites. Ouais, bien sûr. Préserver un joueur dans un derby décisif pour la Liga, moi, j'ose même pas penser que c'est ça l'idée. Mais oui, encore une fois, vraiment c'est terrible parce que Rodrigo c'est le meilleur. Après, c'est vrai que par rapport à Vinicius Mbappé, c'est toujours compliqué. Hein. On a du mal, on en parlait tout à l'heure. Maintenant c'est Vinicius qui dans l'axe vient un peu marcher sur les plates-bandes de Mbappé. Individuellement, ils arrivent à faire des choses, même si Mbappé, c'est moyen globalement dans le match. Hein, il marque ce but, mais globalement, c'est moyen. Non, il n'est pas très bon, Mbappé. Il marque son but, mais au-delà de ça, il est pas très moyen. bon. Et Vinicius, la première période, il est éteint. En deuxième, bon, c'est quand même vraiment mieux. Il fait quand même 2-3 différences vraiment résonantes. Il parle de marquer, il parle de faire une passe décisive pour Jude Bellingham sur la tête, sur la transversale. Bon, il y a quand même 2-3 trucs intéressants de Vinicius sur la deuxième période, ça a été mieux très clairement. Mais Rodrigo, c'est le meilleur factuellement. Et moi, quand je voyais quand j'ai aussi vu comme toi, Thomas, le graphique, là, la map des joueurs sur la première période où il n'y a personne qui va à gauche, je me dis, mais et pourquoi on ne mettrait pas Rodrigo à gauche finalement? On met Rodrigo à gauche, on met Mbappé à droite, qu'on a déjà évoqué dans les podcasts. Et Vinicius dans l'axe, pourquoi est-ce qu'on tente pas et dans l'axe, c'est qui, tu sais, qui revient un petit peu en tant que playmaker parce que pour lui, c'est le faire. Lui, c'est le faire. Il a déjà fait dans je sais plus quel match où il avait été la passe à Bellingham en profondeur là.
c'est un joueur qui techniquement est très bon. Mais bon, est-ce que Carlo va faire ce genre de changement contre City? Je pense pas. Mais c'est dommage d'avoir 3 attaquants et de ne pas utiliser la largeur que te propose ce schéma tactique Bah oui. contre ce genre d'adversaire. En fait, finalement, ça sert à on joue rien. on joue en 4-4-2, mais dans un 4-3-3. C'est Il y ça. a un problème, tu vois. Et en fait, moi, ce qui m'énerve aussi, alors, c'est pas Jude en lui-même qui m'énerve, mais en fait, le problème, c'est que quand tu as ce quatuor devant et que les 4 ne font pas tous les efforts dans un sens comme dans l'autre, ça peut pas marcher comme ça. Et aujourd'hui, tu as Jude, en fait, il a tellement envie, on le sait, il a fait une saison dernière qui était stratosphérique, et je comprends parfaitement qu'un joueur qui a des standards comme ça, il n'a pas envie l'année d'après de baisser, et c'est normal, et tu as envie de te montrer aussi. Mais le problème, c'est que là, la première mi-temps, c'était le bordel. Un coup, il était à gauche, un coup, il était à droite, un coup, il était dans l'axe. Tu savais pas où il était, en fait. Et après, en deuxième mi-temps, quand il s'est un peu plus situé entre la gauche et l'axe, avec ses appels et tout, là, dans la surface, c'était un peu mieux. Mais regarde, le but, finalement, il vient de lui aussi indirectement. C'est lui qui est placé au bon moment, c'est lui qui est là pour marquer de la tête. Donc, c'est ce que je dis, c'est parce qu'il s'est recentré. Parce qu'à la première mi-temps, il était partout. Le déséquilibre qu'il apporte offensivement arrange le Real Madrid de ce côté-là, mais dans les transitions défensives, tu vois que Bellingham, il manque et que c'est pour ça qu'on se fait régulièrement ouvrir. Bon, je pense qu'on a fait le tour sur ce match-là. On passe au deuxième sujet. Allez, on part sur l'arbitrage en Espagne, les amis. Des polémiques qui ont pas mal marqué, parce que vous savez que le Real Madrid a fait quand même un énorme communiqué sur l'arbitrage, après ce qui s'est passé notamment contre l'Espagnol Barcelone. Et globalement, ni la Liga, ni la Fédé espagnole, ni l'ensemble des clubs n'ont apprécié ça, et se sont tous mis petit à petit à critiquer le Real, jusqu'à peut-être prendre des mesures. Toi, Thomas, tu as peut-être des échos par rapport à ce que tu entends peut-être à Madrid. Donc, qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu as entendu? Déjà depuis une semaine, ça ne parle que d'arbitrage, on sait que des polémiques liées à ça. Ouais. Avant toute la prévia, la preview, l'avant-match Atlético Real Madrid, c'était que le thème, parce que l'Atlético, vous l'avez suivi, je pense, mais a aussi fait sa petite communication à travers les réseaux sociaux, sur les instructions, enfin bref, pour tacler aussi le Real Madrid. Position de victime qu'ils aiment bien aussi, on a compris ça. Et puis de faire un communiqué aussi 24 heures avant le match pour soutenir les arbitres espagnols et tout. Enfin bref, guéguerre à ce niveau-là. Après le match, ça repart évidemment d'arbitrage parce qu'il y a ce penalty qui fait polémique. Voilà, c'est catastrophique. Et oui, ça bouge pas parce qu'en fait, le Real Madrid veut factuellement faire bouger les lignes dans tout ce système lié à l'arbitrage en Espagne. Et là-dessus, c'est quand même difficile de dire qu'il faut pas changer les choses parce que c'est une catastrophe en Espagne. Et là, on ne parle pas que des matchs du Real Madrid. Moi, je ne suis pas du tout dans la théorie de victimisation, un peu comme le fait le Real, et ce que j'aime pas trop. Voilà, de dire les arbitres sont contre nous, ils essayent de nous entuber. Non, on l'a vu encore hier sur le match du Barça. Il y a des erreurs des deux côtés. Vous regardez les autres matchs de Liga, c'est pareil. Quasiment à chaque match, il y a au moins une tuile, il y a au moins une action qui va faire polémique derrière. Sauf que bon, c'est pas le Real, c'est pas le Barça, donc ça fait pas la même, ça n'a pas le même impact médiatique. Mais c'est une catastrophe l'arbitrage en Espagne. Et là, Carlo a dit une phrase hyper intéressante en conférence de presse, c'est qu'il a dit tout le monde critique l'arbitrage et tout le monde considère que le Real Madrid est avantagé parce que le Real Madrid est avantagé. Mais quand le Real Madrid gueule contre l'arbitrage et veut changer les choses du système arbitral en Espagne, là, il n'y a personne qui est d'accord avec ça. Oui, donc les gens se contredisent. C'est un mélange de polémiques, c'est un mélange de contradictions. Et en fait, tu vas voir que quand ce sera aux autres clubs de se plaindre, en fait, le problème, c'est que nous, le Real se plaigne, à raison ou peut-être à tort, parce que des fois, ils le font trop et on en reparlera aussi un peu après. Mais le problème, c'est qu'il y a des clubs, en fait, qui disent jamais rien. Mais après, quand ils vont commencer à parler, ça va faire un peu comme nous. Mais du coup, ils nous interdisent, nous, de parler. Mais eux, après, derrière, ils vont pas, tu vois, s'en interdire. En fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue aussi. Tu vois. C'est un peu, je critique, mais ils vont faire pareil. Donc, au final. Je suis comme Thomas, moi j'aime pas trop la posture que prend le Real de tout le temps mettre les résumés des fautes arbitrales juste avant les rencontres, cette position un peu de victime. Je trouve que c'est pas digne du Real. Et en plus, quelles que soient les rencontres, comme tu l'as très bien dit Thomas, il y a toujours des erreurs, que ce soit pour le Barça, la dernière fois qui se fait refuser le but de Koundé pour 1 centimètre. Le niveau des arbitres en Espagne est lamentable. Après, il y a peut-être des polémiques avec le VAR qui ne donne pas toutes les informations. Et ça, pour le coup, je peux comprendre le Real
qui gueulent parce qu'ils demandent les audios de la VAR par rapport notamment au carton rouge qu'a subi Mbappé. Ils ne les ont pas. Bon, ben, s'ils les ont pas, c'est qu'il y a quand même quelque chose à cacher. Parce que s'il y avait rien à cacher, les audios seraient arrivés sur les bureaux du Real Madrid. Donc, il y a quand même des doutes. Mais il ne faut pas que ça devienne maintenant une habitude dans chaque rencontre de Liga d'aller demander ou d'aller polémiquer sur l'arbitre parce que voilà, tu ne peux pas toujours tourner autour du sujet, quoi. Bah, surtout qu'en fait, tu ne peux pas t'en servir d'excuse parce que déjà, de base, il faut se concentrer sur le football. À un moment donné, si ton équipe n'est pas capable de faire des différences, il faut arrêter de dire que c'est l'arbitre qui casse tout. Tu vois. Contre l'Espagnol Barcelone, jamais tu dois partir de là-bas sans marquer un but. Et l'Atlético Madrid, tu n'es pas censé finir ce match-là avec moins de 1 but. Tu vois. Et aujourd'hui, c'est problématique de se dire qu'on s'occupe plus de comment on appelle ça, de rejeter la faute ailleurs que sur nous-mêmes. Ouais. Honnêtement, je n'aime pas ça. Non, et puis après, il y a deux distinctions à faire. Le côté où moi, je soutiens le Real Madrid, dans la démarche, c'est d'essayer de faire changer les choses du système en Espagne. Là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord, il y a des choses à changer parce que c'est catastrophique l'arbitrage en Espagne. Et là-dessus, les 20 clubs de Liga vont te dire la même chose. C'est mal arbitré, l'utilisation de la VAR laisse à désirer. Là-dessus, on est tous d'accord. Moi, ce que j'aime vraiment pas à côté Real Madrid, sur le deuxième point, et c'est là où la distinction doit être faite, c'est le traitement qu'ils font notamment vis-à-vis des arbitres avant, après les matchs. Je veux dire, durant la semaine là, qui suit le match, tu as le mardi, le mercredi où tu prends un communiqué où tu tailles tous les arbitres, tu dis c'est des saucisses. Que 2 jours après, tu fais une compilation de vidéos que tu vas balancer sur Real Madrid TV, tu balances sur les réseaux sociaux, donc ça a une énorme portée où tu mets toutes les compilations, toutes les images, les résumés des 2 arbitres, enfin l'arbitre et celui qui sera à la VAR, de toutes les erreurs qu'ils ont commises en arbitrant le Real Madrid. Comment je ne comprends pas comment le Real pense et comment le Real se dit bon, si on fait ça, ça va nous aider. Bah non, le mec, forcément. Non, c'est pour mettre la pression sur les arbitres, je pense. Ouais, mais les mecs, ils ont un ego. Au contraire, les mecs, ils ont un ego. Ils ont un ego. Donc, s'il y a un petit doute, peut-être. Alors, ils pensent pas comme ça, mais tu vois, indirectement. Si. Bah, moi, on me fait chier comme ça. À un moment, quand je vais devoir aller dans ton sens, j'irai pas dans ton sens. Hein. Bah voilà. Donc, il se tire une balle dans le pied, on est d'accord. Et puis, vous l'avez vu, la discussion polémique là qu'il y a eu entre l'arbitre et la VAR, où sur le penalty de Tchouaméni, il dit l'arbitre, vous n'avez pas une image de meilleure qualité avec un meilleur angle, et l'autre, il leur dit non, on n'a que ça. Et il a dit, du coup, je vois pas grand-chose, mais bon, je vois qu'il lui effleure un peu le pied, je vais siffler. Ouais, il va contre sa décision alors qu'il n'a pas de preuves supplémentaires de la VAR. Et l'autre, il lui dit parfait, siffle. Genre, quand tu dis ça, parfait. Rapidement, pour vous, il y a penalty ou il y a pas penalty? Moi, ça siffle quand ça siffle. Moi, je vous le dis, pour moi, il y a penalty. Parce qu'en fait, c'est que l'action, alors oui, l'action, elle continue, mais on s'en fout. Ce qui compte, c'est d'être dans la surface. Mais le problème, c'est que les deux font l'intervention, les deux la ratent. Et Samuel Lino, il a l'intelligence ou le vice, je sais pas, ou la chance de mettre son pied juste en dessous de Tchouaméni. Et les deux, en fait, tombent quasiment en même temps. Et je me dis, mais c'est dans la continuité de leur intervention. Certes, c'est pas contrôlé. Certes, Tchouaméni pouvait retenir son geste et il aurait dû faire ça. Mais je trouve que c'est trop léger. Enfin, il y a plus d'action de jeu. Il n'intervient plus. Il l'effleure. Il lui marche même pas vraiment dessus. Il l'effleure. À un moment donné, ça y est, c'est un sport de football, de contact. Bon. C'est pas un sport de danseuse non plus. Mais en fait, c'est simple. C'est simple. C'est-à-dire que moi, je pense que vraiment dans l'esprit du jeu, toutes ces actions-là comme ça, pour moi, ça ne devrait pas être penalty, tu vois, parce que le ballon, il est parti, tu vois, finalement, tu n'as plus tant d'impact sur la faute, le contact, qui semble en plus quand même assez léger, hein, même s'il a... Parce que tu vois, il met le pied sur celui de Lino, mais j'ai pas l'impression non plus qu'il y a un impact très fort. Il l'écrase pas. Mais bref, pour moi, c'est le genre d'action qui ne devrait pas être sifflé. Maintenant, quand on sait comment ça fonctionne depuis quelques années avec l'introduction de la VAR, avec les gros zooms qui sont faits sur les images, et donc forcément les contacts, chaque contact dans la surface qui va être multiplié parce que forcément l'arrêt sous image, il lui a dit d'ailleurs, cet impact-là. Et oui, c'est penalty. Donc oui, c'est penalty par rapport à comment on arbitre depuis quelques années avec l'introduction de la vidéo, c'est penalty. On met pas l'action en entier, on met que le zoom sur le contact de Tchouaméni. Voilà. Donc en fait, et Vasquez, il a dit à l'arbitre, au ralenti, ça paraît plus faute qu'autre chose. Oui. Tous les ralentis, en fait. Mais tu vois, à l'inverse, je pense que le Real a aussi eu des pénaltys comme ça où il y a un contact qui n'est pas si ouf. Moi, j'inverse la situation. Je vois qu'il y a un joueur du Real, style Mbappé ou Vinicius, qui se fait marcher sur le pied comme ça. Je vais dire il y a pénalty. Voilà. Donc à partir de ce postulat-là, je me dis que le Real crié au Real Madrid jusqu'à 2150. Après, bon, ils ont pas besoin de ça pour crier ça, dans tous les cas. Hein.
serais mort quand j'entendrai encore ça, Real Bon, Madrid H24, quoi. Enfin on bref. passe à City là. Ouais, City-Real Madrid, les amis. Aïe, aïe. Confrontation cette fois-ci pour des barrages. Donc, c'est inédit de voir cette Mm. confrontation-là aussi bas en termes de confrontation, en termes de tour éliminatoire. Comment vous le sentez et qui vous voyez favori entre City et le Real, sachant que City n'est pas dans sa meilleure forme, n'a pas toute son équipe, a fait quand même un gros mercato et n'a pas un football non plus. Je les ai vus encore l'autre jour contre Leyton Orient. C'était Ah, pas, c'est pas bon. C'est pas bon. c'est pas rayonnant. Hein. Bon, moi, je suis un petit peu saoulé par cette affiche. Je vous cache pas que 4 fois d'affilée, bon, ça devient un classico de la Champions, mais j'aimerais raconter d'autres histoires que City Real. Maintenant, il y a quand même des choses à raconter, encore une fois, dans cette confrontation. C'est que, quoi qu'il arrive, l'une des deux grosses institutions de la Champions League sur ces dernières années sera en crise, que ce soit le City ou le Real, puisqu'ils seront éliminés avant même les huitièmes. Et l'une des grandes stars, Haaland ou Mbappé, perdra le ballon d'or automatiquement puisqu'il n'y a pas de compétition derrière. Donc il y a quand même beaucoup d'enjeux. Maintenant, on a deux équipes qui ne sont pas à leur meilleur niveau, surtout Manchester City. Tu l'as dit, contre Leyton Orient, qui est une équipe de D4. Ils ont galéré, ils ont gagné en fin de match 2-1. Il y a un calendrier de la mort pour Manchester City, donc il y a un monde où Guardiola peut peut-être se faire sortir, éjecter de son poste. Mais en tout cas, ça sera compliqué pour les deux équipes. Ce que j'espère, c'est que le Real ne prendra pas une tôle là-bas. C'est tout. Ouais, parce que moi j'ai quand même la sensation vraiment que dans un sens comme dans l'autre, en fait, il peut y avoir une branlée. Je pense qu'on peut prendre, nous, une volée C'est ça, à l'Etihad, et à contrario, je pense qu'on peut aussi leur mettre une volée à l'Etihad. Parce que de toute façon, quand tu as une attaque Vinicius, Mbappé, Rodrigo, avec Bellingham derrière, j'ai envie de te dire, dans n'importe quel match, si un jour tout est au vert, je veux dire, tu peux mettre une volée à n'importe qui. Tu peux marquer 3-4 buts sans aucun problème. De toute façon, c'est la moyenne de buts marqués par le Real depuis maintenant plus de 2 mois. Enfin bref. Et moi, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure sur le débrief de l'Atlético, moi, je sors plus confiant après ce match face pour City après l'Atlético parce que particulièrement sur la deuxième période, mais j'ai vraiment vu une équipe dans les intentions, dans l'intensité, quand même être capable d'élever son niveau de jeu et d'évoluer à un niveau Ligue des Champions, ce dont on va avoir besoin face à Manchester City. Notre défense, elle est inquiétante, mais je pense qu'on peut réussir quand même à maintenir à peu près le bateau contre Haaland, quoi. À flot, ouais. Mais je fais confiance à Asensio, tu vois, par rapport à ça. Tchouaméni m'a aussi quand même rassuré ce week-end. Lucas Vazquez n'est pas là parce qu'il est blessé. Et donc, tu vas factuellement avoir fait des Valverde. Peut-être que finalement, c'est un peu une bonne nouvelle. C'est pas faux. Peut-être. Donc, stabilise un peu. Tu auras peut-être Modric en titulaire devant, alors, ça veut dire. Bah voilà. Et après moi, j'ai confiance parce que City, vraiment, défensivement, c'est une catastrophe. Et je me dis que face à Vinicius, Rodrigo, Mbappé, si tu en as au moins 2 des 3, 2 des 4 qui sont dans un grand match, je pense que ça peut le faire. Je suis quand même plutôt confiant. Je pense que le Real a quand même les clés en main. De toute façon, on a vu dans les matchs contre Arsenal, contre le PSG et contre c'était qui? C'était contre Chelsea aussi. À chaque fois, ça prend des buts rapidement. À chaque fois, ça subit la pression. À chaque fois, ça laisse des espaces dans le dos. Enfin, Barcola, c'était l'autoroute du bonheur pour lui sur son côté. Dès qu'il passait son vis-à-vis, il n'y a plus de couverture à City. Avant, City, c'était une équipe qui jouait haut, qui était toujours là à t'empêcher de relancer proprement, qui était toujours en couverture. Là, tu n'as personne en fait, qui tient la baraque. Et en fait, ils n'ont personne qui tient la baraque au milieu de terrain non plus. Et c'est vrai que dès que tu passes sur le premier rideau, c'est fini derrière. Et ils sont encore plus flingués que nous en défense, tu vois. Et c'est vrai que, comme tu l'as dit tout à l'heure, limite, on pourrait voir un gros score, tellement les deux défenses sont un peu flinguées. Mais le Real part quand même avec l'avantage plus verrouillé que City, quand même. Je pense. Ils ont deux difficultés, c'est qu'ils n'aiment pas le pressing. Alors ça, malheureusement, c'est pas une grande force du Real sur le plan offensif. C'est pas, on a vu qu'Arsenal, ils ont provoqué comme ça 3 buts. C'est parce qu'ils aiment presser et le Real, malheureusement, c'est pas leur grande qualité. Et ce qu'ils n'aiment pas non plus, c'est la ressortie de balle derrière. Enfin non, c'est pas là, c'est le pressing que eux mettent sur les adversaires. Il est plus aussi dangereux qu'auparavant. Ça ressort propre chez eux. Enfin, en face. Ça peut se permettre de ressortir propre parce qu'avant, ça se chiait dessus sur City, tu vois. On est un peu sur fin de cycle, là. Les Bernardo Silva, les De Bruyne, c'est plus le prime. Il y a encore des joueurs intéressants. Et puis, ils ont recruté là pour 212 millions, j'ai vu. Marmouche. Mais Marmouche, ils ont recruté le joueur de Lens, Kusanov. Ils ont recruté Victor Reis, qui était ciblé par le Real. Ils ont recruté pas mal de joueurs. Mais ce n'est pas des joueurs, pour moi, Ligue des Champions.
Oui, c'est Nico, il s'est blessé. Nico Gonzalez ce week-end. Alors, je ne sais pas s'il est vraiment blessé pour la Champions ou si c'était juste pour la rencontre contre Leyton Orient. Je pars plutôt confiant sur la double confrontation, mais pour moi, il faudra quand même se méfier du match à l'Etihad parce que, mine de rien, City, c'est plus de 3 ans d'invincibilité en Ligue des Champions à domicile. Il est Donc, temps de leur faire tomber. Il est temps de leur faire tomber la série. il est temps. Le problème, c'est que Ouais. dans les gros matchs, pour l'instant, cette année, on n'a pas gagné un gros match. C'est ça. On a fait Donc, en 2 fait, matchs nuls, 4 défaites, donc c'est compliqué quand même. Ouais, puis il y a le facteur aussi Guardiola face à Carlo Ancelotti, hein, quoi qu'on veuille. Sur la dernière confrontation, on gagne quand même, Real City. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que Pep Guardiola, tactiquement, est capable aussi, face à un Real Madrid comme ça, qui a des problèmes dans les transitions et défensivement, même de manière générale, de cibler aussi, de savoir cibler là où il peut faire mal au Real Madrid. Même si pour moi, vraiment, je pense que le Real est quand même un petit peu favori. Mais bon, Pas dans les bookmakers. Hein. non. City est favori à domicile, un tout petit peu. Mais là où le Real était coté à 4 ou 5 les années précédentes, là ils sont cotés quasiment à la cote de City aux alentours de 2,80. Ouais. Bon, affaire à suivre. C'est quoi votre 11 espéré là pour ce match? Défensivement, je pense qu'il n'y a pas tellement de surprises. On aura Valverde à droite, Tchouaméni, Asensio et sûrement Fran Garcia à gauche, si on en suit la logique des derniers matchs. Milieu de terrain, j'espère voir Ceballos, Bellingham, Modric. Pas Et puis Kama? devant les. Non, je pense pas. Ah, peut-être Kama, mais bon, Kama, tu le fais jouer où? Tu le fais jouer à droite? Ce sera Kama ou Modric, de toute façon, hein, je pense que ça sera un des deux. Hein. Non, moi je pense que Kama, il a plus d'impact justement en rentrant. Et je vois bien Modric jouer 1 heure et Kamavinga rentrer sur la dernière demi-heure. Ça aurait du sens selon moi. Ça me paraît pas mal, ouais. Et puis après, les 4 de devant. Et tu fais rentrer, pourquoi pas, Brahim à 20 minutes de la fin, tu vois. Ouais, je pense que ce sera plus à 5 minutes de la fin. Hein. Je pense aussi. Putain, même Brahim, il s'est sacrifié. Et puis ça. Ouais, même ça, c'est fou. Face à Atletico. Le pire, c'est que Brahim Diaz, Camavinga, Modric, dès la reprise de la seconde période, les mecs étaient partis à l'échauffement. Hein. Puis ils sont rentrés une demi-heure, 30-35 minutes après. Enfin, c'est fou. Est-ce qu'il y a un homme, c'est qui un peu l'homme côté Real Madrid que vous allez que vous attendez le plus dans cette partie? Vinicius, parce que pour moi en ce moment il est pas ouf et que là s'il doit se revendiquer c'est maintenant parce que là il fait plus trop de différence, il fait plus trop de stats, il fait plus trop de rien, en fait il fait que parler et ça m'énerve. Et donc même l'autre jour la bronca que lui a mis Modric et Valverde, surtout Modric, j'espère que ça le calme un peu de voir que ça y est, maintenant même ses coéquipiers il lui rentre un peu dedans, mais s'il était On avait vu juste quand même. Par le callback, hein. Il était temps de se faire choper par le callback au bout d'un moment. Ça fait longtemps qu'on le dit, hein, qu'il est chiant de ce côté-là. Et donc là, il faut que s'il y a un match qui lui convient, dans une compète qui lui convient, c'est celui-là. Et c'est que tu vois, Kylian, on peut dire Kylian, on l'attend, parce qu'on l'a payé pour ça, et je suis d'accord. Mais pour moi, Vinicius, c'est lui le patron des dernières années, donc c'est à lui de se montrer en tant que tel aujourd'hui. Et s'il commence à couler, on ne peut pas en vouloir à des gens de commencer à penser des choses mauvaises de Vinicius. L'avantage qu'on a à Madrid, c'est qu'on a beaucoup de talents offensifs. Malheureusement, ils ne brillent pas tous en même temps, mais si on regarde le verre à moitié plein, il y en a toujours un qui prend la lumière. C'est-à-dire que la nature a horreur du vide. Et finalement, Rodrigo, en ce moment, il est en forme parce que Vinicius ne l'est pas. Des fois, c'est Mbappé. Donc, il y a toujours un mec devant qui arrive à tirer son épingle du jeu. Maintenant, je rejoins Alex. Sur les 3 dernières années, et je sors du contexte réel, le meilleur joueur de la Champions, c'est Vinicius. Il est meilleur que Mbappé, il est meilleur que Haaland. C'est sa compétition. Il a pris un peu la succession de Ronaldo de ce côté-là. Donc, je l'attends, d'autant plus qu'en Liga, il ne fonctionne pas. Maintenant, j'attends aussi Mbappé, parce que Mbappé, si tu le recrutes, c'est pas pour marquer contre Osasuna, c'est pour briller dans ce genre de rencontre. Il a brillé contre l'Atlético. Enfin, il a marqué. Donc ouais, et puis mais j'attends aussi que Rodrigo continue. Donc finalement, j'attends, mais pas au niveau des stats, mais dans ce qu'a dégagé. Si Vinicius, par exemple, ne marque pas, mais fait des différences de folie comme il a fait en deuxième mi-temps contre Atlético, moi, ça me va. Maintenant, je ne veux pas voir le Brésilien encore critiquer l'arbitre, s'engueuler avec les supporters, parce que moi, ça fait quasiment 1 an et demi, 2 ans que je le dis. Ça commence à fatiguer tout le monde. Et là, aujourd'hui, tu as Valverde qui gueule sur Vinicius. Tu as Modric qui gueule sur Vinicius et derrière, tu as Carlo Ancelotti qui dit que c'est Modric qui a raison. Donc, je pense qu'il y a un ras-le-bol aussi sur le côté émotionnel de Vinicius. C'est lié à l'Arabie Saoudite, c'est lié à son ballon d'or, c'est lié aux affaires de racisme. Il y a trop d'émotions en lui, mais il faut qu'il travaille sur ça. C'est pas possible. Il a 25 ans maintenant. Et d'ailleurs, je ne sais pas
comment vous voyez les choses, mais moi, quand même, pour lire, pour écouter beaucoup en Espagne, les médias et tout, j'ai vraiment la sensation là que depuis 2 bons mois, pas qu'il y ait une campagne anti-Vinicius parce que ce serait vraiment aller trop loin Un petit peu, de le dire un comme petit ça, peu. mais en tout cas, il y a vraiment la sensation, je parlais l'autre jour sur live, je vais vous le dire et vous me dites ce que vous en pensez, mais moi j'ai la sensation que, le fait que le Real Madrid ait réussi à avoir Mbappé, que tu as Rodrigo qui est très, très bon aussi, particulièrement quand il joue à gauche, que dans le même temps tu as Vinicius qui est un peu moins bien et tu l'as dit Thomas, son attitude, quoi qu'il arrive, elle agace depuis un moment et tout le monde, y compris les supporters du Real Madrid. J'ai l'impression que tout ça cause que, notamment particulièrement dans la presse espagnole, on se gêne beaucoup moins qu'avant pour taper sur Vinicius quand sportivement il est un peu moins bon, un peu moins décisif comme il est sur les derniers mois. Je suis d'accord avec toi, mais là où il doit répondre, c'est sur le terrain. Il y a un joueur qui était souvent dans l'ombre, c'était Rodrigo. Il n'était même pas sur les unes en Espagne, sur Marca, sur AS. Il était toujours le 4e larron. Et aujourd'hui, on dit que c'est le meilleur parce qu'il a répondu sur le terrain. Et maintenant, il faut qu'il réponde sur le terrain, qu'il ferme sa bouche, qu'il enchaîne les prestations. Et si demain, c'est lui qui détruit City, qui détruit le PSG, qui détruit le Barça et qu'on gagne la Champions, il sera favori au Ballon d'Or. Donc en fait, à un moment, il n'y a que lui qui peut gérer ça. Mais oui, tu as l'impression que ça y est, là où avant c'était impossible de penser qu'il allait quitter le club, aujourd'hui on se dit que c'est de plus en plus possible, notamment avec l'offre faramineuse qui ferait peut-être la plus grosse vente de l'histoire du foot. Et ça, on sait que ça peut compter. Surtout qu'en fait, à l'époque, tu ne pouvais pas trop lui taper dessus malgré son comportement, parce qu'en fait, il te faisait rêver sur le terrain. Il marquait des buts, et il était incroyable et tout. En fait, ses prestations éclipsaient les mauvais côtés, ou du moins, c'était 60-40, tu vois. Là, aujourd'hui, les prestations ne sont pas là. Donc, en fait, il y a forcément plus de bruit qui se font sur son comportement. Et donc forcément, c'est plus mis en avant. Avec aussi, comme il vient de le dire Thomas, l'offre de l'Arabie Saoudite, le joueur qui hésite, en plus qui a refusé la première prolongation du Real, ils vont s'asseoir pour essayer de pouvoir pas proposer plus. Mais tu dis que là, en fait, il y a un peu trop de zones tendues, je pense, de certains côtés. Et je pense qu'il n'y a que le négatif qui en ressort. Donc, toi, tu en entends souvent parler en plus. Donc, malheureusement, c'est comme ça. Mais j'espère que ça va se calmer très rapidement et que Vinicius il va se recentrer sur le terrain et qu'on parlera que de football, quoi. Parce que c'est chiant. Pour le coup, Mbappé est très discret depuis qu'il est à Madrid. Hein. Il n'y a aucune polémique, il n'y a pas de son entourage qui intervient. Il est de ce côté-là, Mbappé est exemplaire. Hein. Il a eu des moments difficiles, mais tu as l'impression que le gars fait tout pour s'acclimater à Madrid. Et d'après ce que tu disais, Alex, là, sur le contrat, je crois que c'est parce qu'il veut vraiment être le contrat le plus élevé du vestiaire, hein, Vinicius. Ouais, c'est une histoire d'ego, et ça, malheureusement, on savait que ça allait arriver, ce genre de problème. Ouais. Il me semble qu'aux dernières nouvelles, grosso modo, il a le même contrat actuellement que Mbappé en termes de salaire. On parle de 15 millions d'euros net par saison, hors prime et tout ça. Le Real aurait donc fait une offre un peu supérieure, donc techniquement, il aurait déjà été le salaire supérieur. Mais bon, apparemment, il aurait décliné effectivement la première offre. Après, honnêtement, c'est un peu le b.a-ba des négociations. On va dire, tu acceptes jamais la première offre. Tu attends jamais. de voir jusqu'où ça peut monter. Après, évidemment, attention quand même. Oui, le Real, des fois, il dit il n'y a plus d'offres. Attention à pas aller trop loin dans le jeu des enchères parce qu'effectivement, avec Florentino Pérez, et on a quelques cas sur les Ramos, Ronaldo, parfois ça finit mal. Donc attention quand même, Vinicius. La deuxième offre, accepte-la parce que sinon, après, parce que Pérez, il voit le chéquier 350 millions qui va tomber sur son bureau. Il va faire je pourrais même construire un deuxième nouveau Bernabéu avec ça. Non, mais tu rigoles, mais il peut faire un coup double. Hein. Il peut avoir la plus grosse vente de l'histoire et ça, il va pas s'en priver. Et surtout, vu que le Bernabéu ne tourne pas au niveau des concerts, des machins et tout ça, il n'y a pas les rentrées d'argent espérées. Donc à un moment, je crois il avait fait une déclaration comme quoi les caisses étaient vides et qu'on pouvait pas acheter au mercato d'hiver. Évidemment, on sait que c'est pas vrai, mais il a un côté quand même très picsou, proche de son argent. Donc si on lui propose 350 millions d'euros et que ça règle pas mal de problèmes de vestiaire, à un moment il va réfléchir, le père Pérez. Ouais, il va se dire tiens, il y a Mbappé au pire, il ira à gauche, Rodrigo il ira là-bas. Ou Rodrigo, tu vois. Rodrigo fout jamais le bordel, hein. Rodrigo finalement. Alors il a moins de caractère. Il a moins de caractère que Vinicius. Il n'a jamais atteint le niveau de Vinicius. Moi, ça m'embêterait qu'il parte à 24 ans. Je trouve que ce serait un énorme gâchis. On a déjà eu le gâchis Neymar. Franchement, il ne faudrait pas qu'un deuxième Brésilien générationnel gâche sa carrière pour de l'argent. Donc, moi, j'espère qu'il ne le fera pas.
Tu disais Rodrigo. Rodrigo, il a cassé les couilles aussi, hein, pas mal hein, sur, Oui, c'est vrai, tu as raison, j'ai oublié dans la presse et tout ça là. sur ces 12, Ouais, c'est 16 vrai. derniers mois. Il a C'est cassé un vrai, petit c'est peu vrai. J'ai zappé. la j'ai zappé. tête. Non, mais c'est vrai, hein, peut-être le facteur même le plus important que tu as dit, Thomas, c'est le vestiaire. Attention, pour peu imaginons scénario catastrophe, là, tu sors face à City, que Ah là, derrière, il y a implosion là. tu perds Implosion. aussi la Liga, que bah, forcément, la question, le débat, ça va être bah, les 4, ça va pas, il faut faire péter ça. Que derrière, tu as une offre faramineuse de l'Arabie Saoudite. Attention Ouais. quand même, mais même si moi, j'ai pas envie de perdre Vinicius, ce serait une grave erreur. Mais moi, je pense, je vois plutôt En les plus, choses positivement. mercredi, là, il y a le tirage de la Copa del Rey, je crois, mercredi ou Oui, jeudi. Donc, mercredi. en fait, là, dès mercredi, les gars, imaginez, je vous pose un scénario catastrophique. Oula. Demain soir, Oula. on se fait. Imagine, demain soir, on fait un match de merde. Soit on part, on a perdu, soit il y a. Bref, on les a pas tués là-bas. On les laisse en vie. Et en plus, Barça-Real, tiré demi-finale de Copa del Rey. Et ben, je te laisse imaginer la gueule du vestiaire. Si jamais ça se passe mal sportivement et qu'en plus, ta bête noire de la saison qui t'a rousté aller-retour, tu les affrontes déjà d'ici la fin du mois, une nouvelle fois, ça serait catastrophique. T'imagines? Là, il y a un engrenage qui pourrait Après, se il faut faire. pas qu'on commence à flipper du Barça, hein. Je veux dire, nous, Non, on a non, connu l'époque mais Carlo le Barça, fait, lui. Pep, Messi. Là, je pouvais flipper. Bon, ok, Carlo ce le Barça fait, est bon, hein. il nous rouste, mais on peut faire mieux. Mais par contre, on peut avoir un monde où on rencontre l'Atlético non-stop. On les Bah a ouais, parce que rencontrés en là, Liga, on les rencontre en aller-retour Copa del Rey, et on les rencontre en Ligue des Champions aller-retour aussi, ouais. en Après, eux, huitième. C'est moins chiant parce que eux, t'as vu, ça se neutralise Bah, moins avec eux. chiant, t'as Mais raison. C'est des matchs bourbiers, il y a de l'agressivité, tu finis aux prolongations, t'es complètement cuit. Bon, je au préfère moins le ça qu'un Barça, match où tu fais poutrer 4-0 à la mi-temps, quoi. Au bout d'un moment, ça y est, tu vois, c'est ouais, c'est chiant. sûr. C'est sûr. Pas bon. Sinon, Je votre crois qu'on a fait pronostic le pour tour, les demain? mecs. Votre Ouais. pronostic pour demain, juste, et on termine là-dessus? Le Real ne perd pas. Moi, je donnerai mon pronostic exact sur ma chaîne, mais le Real ne perd pas à l'Etihad. Match nul. Ok. Moi, j'ai dit 3-1 pour le Real dans mon Ah ouais. avant-match. Ouais, 3-1 pour le Real. Et dans le scénario optimiste et un scénario réaliste, j'avais dit 1-1. Mais Et dans le scénario cauchemar? on perd 3-0 et on en parle plus. D'accord. Génial. Ok. Bon, allez, les mecs, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, vous abonner aux 3 chaînes, et puis on se retrouve la semaine prochaine, soit sur ma chaîne, soit sur celle de Thomas pour un nouveau Real Talk numéro 14. Voilà, Ciao les bonne amis. journée à tous. Ciao, Ciao, ciao. ciao.